Mon frère a couché avec ma fiancée. Ma famille m'a forcé à assister à leur mariage, mais ce que j'ai fait ensuite les a hantés pendant des années. J'ai 31 ans et je travaille dans la recherche juridique indépendante. Je monte des dossiers, je trace des structures d'actifs et je trouve des documents que les avocats n'ont pas le temps de chercher eux-mêmes. Et depuis 4 ans, j'étais fiancé à une femme nommée Lias Kraftoff. Lyra avait 29 ans. Elle était dédiée à la coordination d'espace pour des événements de grande envergure, des galas, des dîners d'entreprise et des mariages privés. Elle était douée pour ça. Elle avait une façon de rendre chaque environnement soigné, intentionnel, comme si tout avait été placé exactement où elle le voulait. J'ai trouvé cette qualité attirante pendant longtemps. Plus tard, je l'ai comprise différemment. Nous nous sommes rencontrés par un ami commun lors d'un événement professionnel. Il a ri de quelque chose que j'avais dit, qui n'était pas particulièrement drôle, et à partir de ce moment-là, il m'a conquis. 4 ans ensemble, 11 mois de fiançailles, mariage réservé pour dans 5 semaines. J'avais avancé $8 000 en dépôt, le tout depuis mes comptes, le lieu, la photographe, la fleuriste, le transport, le dîner de répétition, la réservation. Chaque dépense venait de moi. Lyra traversait une période creuse avec son entreprise et avait dit qu'elle contribuerait une fois que les choses se stabiliseraient. J'ai dit que c'était bon. Je lui faisais confiance. Nous allions nous marier. Ce qui était à moi allait être à nous de toute façon. C'est ce que je pensais. Mon frère aîné est Corwin Val, 36 ans. Il est courtier dans l'entreprise de portefeuille immobilier de notre père, une opération de taille moyenne que notre père a construite en 30 ans, principalement des acquisitions commerciales et des propriétés résidentielles à long terme. Corwin est le genre de personne qui remplit une pièce sans même essayer. Grande personnalité, bon avec les clients, toujours habillé comme s'il était à 10 minutes d'un déjeuner d'affaires. Quand nous grandissions, c'était celui que mes parents montraient du doigt. Pas de manière cruelle. Ils ne m'ont jamais rien dit directement. Mais on apprend à lire ce qui n'est pas dit dans une famille. Corwin était l'avenir de l'entreprise. J'étais celui qui traçait sa propre voie. Je me suis dit que j'étais d'accord avec ça. Je bâtissais indépendamment. Il était bon dans ce qu'il faisait. Ce que je n'avais pas entièrement réalisé, c'est que suivre ma propre voie signifiait que j'avais cessé de prêter beaucoup d'attention à ce qui se passait au sein des finances de la famille. Je faisais confiance à ce que mes biens étaient gérés équitablement. J'y reviendrai. Un mardi soir d'octobre, je suis rentré chez moi à 19 h. Je lui avais envoyé un SMS environ 30 minutes plus tôt, sans réponse, ce qui n'était pas inhabituel. J'ai supposé qu'elle était fatiguée. J'avais visité un endroit. Cet après-midi-là, j'ai utilisé ma clé, ouvert la porte d'entrée et posé mon sac sur la console dans le couloir. La porte de la chambre n'était pas complètement fermée. J'ai vu la veste de Corwin sur la chaise à côté de la porte. Je l'ai reconnue, une veste en laine foncée qu'il avait portée à un dîner de famille 3 semaines plus tôt. Il n'y avait aucune confusion quant à savoir qui c'était, aucune explication innocente ne m'est venue à l'esprit. J'ai compris ce que je voyais en moins de 10 secondes. J'ai quitté la pièce, je me suis tenu dans mon propre couloir et j'ai appuyé une main contre le mur. Voici la partie étrange. Je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir. J'avais toujours supposé, de la manière abstraite que l'on fait parfois, que si jamais je surprenais un partenaire en train de me tromper, je perdrais mon sang-froid, je crierais, je casserais quelque chose. J'exigerais des réponses. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti, c'était une clarté froide et spécifique. Du genre qui arrive quand quelque chose que l'on soupçonnait sans jamais l'admettre est soudainement confirmé. Ce n'était pas une surprise, c'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance.
J'ai quitté l'appartement. Sans faire un bruit. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking en bas de mon immeuble, pendant environ 20 minutes. Ensuite, j'ai passé 3 appels, un à ma banque, un à un avocat immobilier, avec qui j'avais travaillé sur un dossier l'année précédente, et un à mon gérant d'immeuble pour programmer un serrurier à 6 heures du matin. Quand je suis rentré à l'appartement cette nuit-là, la voiture de Corwin n'était plus là. Lyra était dans le salon. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre. Je me suis changé et je suis ressorti. Elle a commencé à parler. Je l'ai regardé un instant, puis je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un nouveau document. J'ai écrit une ligne en haut. Tout ce que j'ai payé, chaque centime, chaque nom. À ce moment-là, je pensais que cette liste concernait le mariage. Je n'avais toujours aucune idée de ça. Longueur réelle. Lyra m'a parlé pendant environ 40 minutes cette nuit-là. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure quand elle a commencé et à nouveau quand elle a finalement cessé. Je n'ai répondu à rien de ce qu'elle a dit, non pas parce que je réprimais une réaction volcanique, mais parce qu'il n'y avait vraiment rien que je puisse dire qui aurait pu changer la séquence des événements que j'avais déjà mis en marche dans ma tête. Elle a passé par toute la gamme. Déni, puis admission partielle, puis justification, puis larmes, puis colère. Face à mon silence, je suis resté assis à mon bureau et j'ai méthodiquement travaillé sur ma liste de fournisseurs pendant qu'elle parlait. Finalement, elle a dit, « Peux-tu au moins me regarder ?» Je l'ai regardé. Je lui ai dit, « Tu devrais réfléchir à l'endroit où tu vas rester demain. » Puis je suis retourné à l'écran. Elle a dormi dans la chambre. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, puis je suis resté sur le canapé. Non par considération résiduelle pour elle. J'avais juste besoin de quelques heures avant l'arrivée du serrurier, et je voulais avoir l'esprit clair pour cela. À minuit, j'avais contacté tous les fournisseurs liés au mariage. Le contrat pour le lieu n'était qu'à mon nom. J'y avais insisté lorsque nous l'avions réservé, non par méfiance, mais simplement par habitude de travailler professionnellement avec des contrats. Il en était de même pour le traiteur, le photographe, le fleuriste, la compagnie de transport. Chaque accord portait ma signature et mon mode de paiement. J'ai annulé ce que j'ai pu directement et redirigé les acomptes là où les clauses d'annulation s'appliquaient. Il y a eu des pénalités, je les ai absorbées sans hésitation. Le coût total de ces pénalités était d'environ 2200 $. C'était la partie la moins chère de toute cette situation, et je l'ai payé. Cette nuit-là sans arrière-pensée. Le compte d'épargne joint où Lyra était listé a été supprimé. La carte de crédit supplémentaire sur mon compte que j'utilisais pour les dépenses partagées a été annulée. Ces deux choses ont été faites avant 1 heure du matin, via le portail bancaire en ligne, proprement et discrètement. Le serrurier est arrivé à 6 heures. Je l'ai rencontré en bas et nous avons fini en moins de 20 minutes. Quand je suis remonté, Lyra était réveillée, debout dans la cuisine avec son téléphone. Elle a regardé la nouvelle clé dans ma main et a immédiatement compris. Elle avait fait ses affaires la nuit précédente, ses vêtements, ses articles de toilette, les objets personnels qu'elle gardait dans l'appartement. 4 sacs empilés près de la porte. Je lui ai dit que je garderais tous ceux qu'elle avait laissés pendant ses 4 ans dans un garde-meuble pendant 30 jours. Après cela, ce serait donné. Elle pouvait contacter un avocat si elle avait des objections. Elle m'a appelé de tous les noms qu'elle pouvait imaginer. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai attendu. Il est parti à 5h30 du matin, avant le serrurier. En fait, parce que je l'avais rédigé la veille, j'avais envoyé un seul message de groupe à chaque personne qui avait confirmé sa présence au mariage. Pas une longue lettre, pas un appel émotionnel. 2 paragraphes. Le mariage
était annulé. La raison était l'infidélité impliquant ma fiancée et mon frère. Aucune autre discussion n'était nécessaire. J'ai joint 2 images. La première était une photo datée et horodatée de la voiture de Corwin garée devant mon immeuble à 16h17 la veille. La seconde était une capture d'écran d'un tag de localisation que Corwin lui-même avait posté dans un chat de groupe familial. Le même après-midi, le plaçant exactement là où se trouvait sa voiture, sans contenu explicite, sans cadrage dramatique, juste de la documentation. À 9h du matin, mon téléphone avait reçu 43 messages. Je n'en ai lu aucun. À midi, j'avais envoyé des courriels privés séparés à 3 des associés les plus importants de Corwin, des hommes que je connaissais de manière périphérique. Dans le monde de l'immobilier, des personnes qui avaient travaillé avec l'entreprise de notre père et avaient des relations professionnelles directes avec Corwin. Le courriel contenait un résumé et la documentation de quelques choses que j'avais remarquées 8 mois plus tôt et que j'avais discrètement classées. Corwin opérait une société à responsabilité limitée parallèle. Rien d'inhabituel. À première vue. L'inhabituel était le modèle. Les accords qui auraient dû générer des commissions complètes partagées avec leurs partenaires étaient partiellement redirigés via la société, gardant ainsi la différence. J'avais détecté l'écart dans un dossier que j'avais trouvé par mon travail. À ce moment-là, je l'ai noté, je n'ai rien fait et je suis passé à autre chose. Je n'avais aucune raison d'agir à ce moment-là. Il avait toutes les raisons. Maintenant. J'ai envoyé le dossier à 11h48 du matin. À 15h, 2 des 3 partenaires s'étaient déjà répondu. J'avais été accidentellement copié sur un fil de discussion, ce qui m'a indiqué que la conversation était déjà sérieuse. J'étais assis à mon bureau, me sentant presque fonctionnel, quand une notification m'a montré un vieil email. Quelque chose dans mon processus d'archivage l'avait signalé. Un message dans un dossier qui s'y trouverait rarement, datant d'il y a 2 ans. Il était arrivé comme un rééchelonnement de lire. Le fichier était vierge, je ne l'avais jamais ouvert, j'ai failli abandonner. Au lieu de cela, j'ai cliqué. L'email était une chaîne de messages entre Lyra et Corwin. L'horodatage commençait 14 mois avant qu'il ne la demande en mariage. J'ai lu les 3 premières lignes et je suis resté complètement immobile. Les 3 premières lignes étaient suffisantes pour comprendre que ce que je voyais n'avait rien à voir avec 2 personnes développant des sentiments qu'elles ne pouvaient pas contrôler. C'était une conversation, un effort coordonné. Je me suis forcé à ralentir et à lire toute la chaîne depuis le début. Le message le plus ancien d'abord. De la même manière que l'on lit un dossier au lieu de survoler le titre. Je me suis entraîné à faire cela professionnellement. Lire le document en entier avant de tirer une conclusion, car le détail qui change tout est rarement au début. La chaîne s'étalait sur 8 mois. Lyra et Corwin s'envoyaient des messages via un compte email personnel plutôt que via quoi que ce soit lié à leur travail ou à leurs affaires. Les premiers messages étaient ce à quoi on s'attendait, le genre de langage entre 2 personnes établissant quelque chose qu'elles savent toutes. 2 êtres mâles. J'ai parcouru cela rapidement. Cette partie était déjà réglée. Je savais déjà ce qu'ils étaient. Ce qui m'a arrêté, c'est autour du 4e échange, environ 2 mois après le début de la chaîne. Corwin a écrit, il ne posera aucune question une fois la date fixée. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il a toujours fait confiance à la famille pour gérer le côté administratif. Lyra a répondu, et si Corwin demande? Il ne le fera pas. Il ne l'a jamais fait. C'est ça le problème. J'ai lu 3 fois. Puis j'ai ouvert une 2e fenêtre et j'ai cherché l'entreprise de portefeuille immobilier de mon père dans le registre public des entreprises. Je l'avais consulté auparavant pour des travaux sans rapport. C'était une opération légitime, de taille moyenne,
avec une structure multipropriété, multisociété. Le genre de configuration tout à fait normal à cette échelle est aussi le genre de configuration qui rend le traçage des mouvements d'actifs vraiment difficile. Sans savoir exactement où chercher. Je savais où chercher. Mon grand-père est décédé quand j'avais 19 ans. Il a laissé un portefeuille de 8 propriétés, un mélange de commercial et de résidentiel, accumulé sur 30 ans. Son testament divisait le portefeuille également entre ses 2 petits-fils, Corwin et moi. Mon père a été nommé exécuteur testamentaire et fiduciaire de la succession, étant donné que Corwin et moi étions jeunes et que les propriétés étaient complexes. Cet arrangement a été présenté comme temporaire, jusqu'à ce que nous soyons suffisamment établis pour assumer la propriété active. Mon père m'avait dit à au moins 3 reprises au fil des ans que la succession n'avait pas beaucoup de valeur après les impôts et l'entretien, ce qui avait été un beau geste de la part de grand-père, mais sa valeur pratique avait érodé. J'avais accepté. Je n'avais jamais demandé de documentation. C'est sûr. Cela que Corwin avait compté. Au cours des 3 jours suivants, j'ai extrait tous les documents publics que j'ai pu trouver, dossiers de transfert de propriété, documents d'enregistrement de société, registre d'évaluateurs de comté, historique de titres de propriété. Je les ai recoupés avec l'inventaire de la succession que l'on m'avait donné à 19 ans, un résumé de 2 pages que mon père m'avait remis dans son bureau, que j'avais signé et classé sans jamais vérifier de manière indépendante. Ce que j'ai trouvé m'a pris jusqu'au petit matin du 3e jour pour le cartographier entièrement. 4 des 8 propriétés originales avaient été transférées au nom de Corwin, pas conjointement, pas à la holding, mais à Corwin lui-même par une série de restructurations d'entreprises étalées sur 9 ans. Chaque transfert individuel était petit et suffisamment espacé pour ne pas apparaître comme un motif à moins de le chercher activement. Plus précisément, 2 propriétés supplémentaires avaient été vendues. Le produit des 2 ventes était allé sur un compte dont je ne savais rien et dont on ne m'avait jamais parlé. Ma part de ces ventes, 0. Le résumé de 2 pages que mon père m'avait donné quand j'avais 19 ans avait une signature en bas qui était censée être la mienne. Je ne me souviens pas l'avoir signée. La signature ne ressemblait pas à la mienne. J'ai gardé ça longtemps. Pas la douleur. Je serai honnête, la douleur est venue plus tard, par petites touches. Plus calme. Ce que j'ai retenu à ce moment précis, c'est l'architecture de tout cela. 12 ans. Patient, méthodique, conçu pour être invisible à quelqu'un qui faisait confiance aux personnes qui le géraient. Mon père ne m'avait pas volé dans un moment de faiblesse. Il avait construit un système, et Corwin le savait. La chaîne de mai le montrait clairement. Le compte que papa avait mis de côté avant la cérémonie n'avait pas seulement pris ma fiancée. Il avait vécu de mon héritage pendant que je construisais quelque chose à partir de rien, croyant que la succession ne m'avait rien laissé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'avocat spécialisé dans les successions, avec qui j'avais travaillé l'année précédente. Quand il a répondu, j'ai dit: je dois vous rencontrer demain. J'aurai besoin d'une action civile, d'une demande d'audit forensique, et j'ai besoin que vous me disiez honnêtement si ce que je vois relève du pénal. Il y a eu une pause. Il a dit: envoyez-moi tout ce que vous avez ce soir. Je l'ai envoyé. Sa réponse est arrivée à 23h54. Dorian, ce n'est pas un litige familial. Appelez-moi dès la première heure demain matin. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Et puis, 4 jours plus tard, Corwin a appelé. Pas pour s'expliquer, pas pour reconnaître une seule chose qu'il avait faite. Il a appelé pour m'offrir de l'argent pour partir. Corwin a appelé un vendredi après-midi. J'ai vu son nom sur l'écran et je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Pas pour faire de l'effet, je voulais juste être assis et loin d'eux.
Tout le reste sur mon bureau avant d'entendre ce qu'il avait à dire. Il a commencé par mon nom, juste mon nom, avec ce ton particulier qu'il avait toujours utilisé avec moi, celui qui se situait quelque part entre le familier et le condescendant, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'un peu plus jeune et d'un peu moins informé que lui-même. Ce qui, pendant la majeure partie de nos vies, avait été exact. Il en avait toujours su plus sur ce qui se passait au sein de la famille que moi. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas parce qu'il était plus observateur. C'était parce qu'il était plus impliqué à me tenir dans l'ignorance. Il a dit qu'il voulait parler en adulte. Il a dit que les choses avaient dégénéré. Il a dit que la situation avec les partenaires commerciaux causait des problèmes qui affectaient toute la famille, pas seulement lui, et qu'il pensait qu'il y avait un moyen de résoudre tout cela en privé si j'étais prêt à avoir une vraie conversation. J'ai dit, j'écoute. Il m'a offert 40 000 $. Il a présenté cela comme un geste de bonne foi, une compensation pour les acomptes de mariage que j'avais perdus, plus un petit extra pour le dérangement. Il l'a dit avec précaution. La façon dont quelqu'un dit quelque chose qu'il a répété, non pas un aveu de quoi que ce soit, juste une résolution pratique entre deux frères qui voulaient tous deux passer à autre chose. À ce moment-là, je savais que ma part documentée de l'héritage volait dépasser largement 1,4 million de $. L'audit forensique que mon avocat avait demandé en était encore à ses débuts, mais même les registres sommaires que j'avais moi-même extraits racontaient une histoire claire. Corwin m'offrait 40 000 $ pour étouffer une affaire portant sur plus de 35 fois ce montant. J'ai dit, laissez-moi y réfléchir. Il a semblé soulagé. Il a dit qu'il appréciait ma maturité. Il a dit qu'il m'avait toujours respecté et qu'il savait que cette situation avait été douloureuse et qu'il voulait sincèrement que nous retrouvions un moyen d'être à nouveau frères. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit que je le recontacterais et j'ai raccroché. Je ne l'ai jamais rappelé. Ce que j'ai fait à la place, c'est de rencontrer mon avocat le mardi suivant avec un dossier complet de documents. Tout ce que j'avais rassemblé, organisé chronologiquement, recoupé avec les registres publics et le résumé de la succession du 19e. Mon avocat avait passé les jours intermédiaires à faire sa propre diligence raisonnable. Il a confirmé ce que j'avais trouvé et identifié 3 irrégularités de transferts supplémentaires que j'avais manqués. Il a également souligné quelques choses sur lesquelles je ne m'étais pas concentré. 2 des signatures falsifiées sur la documentation de la succession n'étaient pas seulement irrégulières, elles étaient incohérentes entre elles, ce qui suggérait qu'elles n'avaient même pas été copiées du même document source. Celui qui avait signé en mon nom n'avait pas été assez prudent pour être cohérent. Nous avons déposé la plainte civile cette semaine-là. Transfert frauduleux de biens hérités. Documentation de bénéficiaires falsifiés. Manquement au devoir fiduciaire. Le tout dirigé contre la holding de mon père. La requête pour un audit médico-légal a été déposée simultanément. Dès que cette requête a été déposée et enregistrée dans les registres publics du tribunal, elle est devenue visible pour quiconque souhaitait la consulter. Prêteurs, assureurs, partenaires commerciaux. Mon avocat a été clair avec moi. C'était intentionnel. La lumière du jour, a-t-il dit, est une forme de pression en soi. En l'espace de 10 jours, le principal prêteur de la holding avait marqué le compte. Un des projets de développement de Corwin, un projet conjoint d'environ 1 000 $, a été gelé par son partenaire en attendant un examen. Les plaintes des partenaires commerciaux, évoquées dans l'email précédent, prenaient de l'ampleur, indépendamment de mon affaire civile, mais se déroulaient parallèlement, rendant la position professionnelle de Corwin de plus en plus intenable. Ses revenus diminuaient. L'image qu'il avait maintenue, la voiture, l'appartement, les costumes sur mesure au dîner de famille étaient soutenus par l'accès à l'entreprise familiale. Cet accès était maintenant sous un
Microscope juridique. La réaction de ma famille fut exactement celle que j'attendais. Mes parents ont engagé un avocat et ont commencé à construire un contre-récit. J'étais instable. J'étais jaloux. J'avais fabriqué des griefs par amertume à cause du mariage. Des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter. Tante, oncle, cousin me demandant de reconsidérer, de penser à ce que cela faisait à tout le monde. J'ai été poli avec chacun d'eux. Je leur ai envoyé à chacun un seul PDF, un résumé clair et objectif des écarts financiers avec les documents pertinents joints. Aucun commentaire, aucune demande, juste, voilà ce qui s'est passé. Tirez vos propres conclusions. Plusieurs d'entre eux ont cessé de défendre mes parents. Moins d'une semaine. Puis vint l'annonce du mariage. 4 mois après que j'ai trouvé la veste de Corwin sur cette chaise, lui et Lyra annoncèrent leur fiançailles. 2 mois plus tard, ils fixèrent une date. Une invitation arriva à mon adresse physique formelle, du genre avec des lettres gaufrées. Je l'ai tenue un instant et l'ai posée sur mon bureau. Mes parents ont appelé ce même soir. Ma mère a dit que ma présence montrerait que la famille était capable de guérir. Mon père a dit que refuser ne ferait qu'enlaidir la situation juridique pour tout le monde. Ce qu'il voulait dire, c'était « si tu viens ». Cela indique que tu as adouci ta position. Si tu viens, nous pourrons dire aux gens que tu as tourné la page. Si tu viens, nous semblons moins coupables. Je leur ai dit que je serais là. Mon avocat m'a regardé de l'autre côté de son bureau le lendemain matin et m'a dit « Êtes-vous sûr de cela ?» J'ai dit « J'ai besoin de 6 semaines. J'ai besoin qu'il soit à l'aise. » Il a hoché la tête lentement. Puis il a dit « La plainte pénale est prête à être déposée quand vous le voulez. Unité des crimes financiers. Les signatures falsifiées sont l'indice le plus clair. C'est par là qu'ils commenceront. » Je lui ai dit de la garder jusqu'au lendemain matin du mariage. J'ai passé les 6 semaines suivantes à me préparer. Pas émotionnellement, ce travail était déjà fait. Les documents de la poursuite civile étaient pratiquement finalisés et prêts à être soumis. La plainte pénale a été préparée et datée. Il avait identifié chaque investisseur et partenaire commercial qui assisterait à la réception. Mon père avait toujours mélangé ses relations professionnelles avec les événements familiaux, et celui-ci ne ferait pas exception. J'ai préparé des enveloppes individuelles, scellées et étiquetées, contenant un résumé d'une page de l'action civile en cours et de ses implications pour la situation financière de la holding. Et j'avais un dossier propre, organisé, complet. Chaque document, chaque dossier de transfert, chaque signature incohérente, chaque email de cette chaîne entre Corwin et Lyra, tout. La veille du mariage, ma mère m'a envoyé un SMS. Merci d'être là demain. Cela signifie tout. Peut-être que nous pourrons enfin laisser cela derrière nous. Je l'ai lu une fois et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table de chevet. Il n'y avait rien à laisser derrière, seulement ce qui était devant. Je suis arrivé sur les lieux à 16h15. C'était un domaine converti à environ 40 minutes de la ville, le genre d'endroit que Lyra aurait cherché elle-même. Tout avec des jardins manucurés, un éclairage intérieur chaleureux et une équipe de traiteurs qui se déplaçaient comme s'ils avaient répété. Elle était douée dans son travail. Je l'avais toujours reconnue. Le cadre était vraiment magnifique, et je l'ai remarqué de la même manière que je remarquerais un bon savoir-faire dans n'importe quoi objectivement, sans sentimentalité. Il était bien habillé, dans un costume sombre, sans cravate, avec le dossier sous le bras, assez mince pour ressembler à un objet personnel plutôt qu'à quelque chose de significatif. Je n'avais rien répété. Il n'y avait rien à répéter. Je savais exactement ce qui allait se passer et dans quel ordre,
et la seule variable était la réaction des gens autour de moi. J'avais prévu la plupart des réactions probables. Plusieurs proches se sont visiblement détendus quand ils m'ont vu entrer. Je l'ai vu se produire. Les épaules tombantes, les regards échangés, de petits hochements de tête. Il s'était préparé à quelque chose de volatile à la porte, une confrontation, une scène. Au lieu de cela, ils m'ont vu sourire, serrer des mains et accepter un verre d'un plateau qui passait. Ma tante m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était très heureuse que je sois venu. Je lui ai dit que j'étais heureux de la voir, et je le pensais. Corwin m'a vu de l'autre côté de la pièce pendant la réunion précédant la cérémonie. Il a soutenu mon regard un instant, jaugeant, je pense, essayant de lire si ma présence était une reddition ou autre chose. J'ai légèrement levé mon verre dans sa direction. Il s'est tourné vers les gens qui l'entouraient. Je me suis assis au 3e rang pendant la cérémonie. L'officiant a parlé d'engagement, de famille choisie et de construire quelque chose qui dure. Les vœux étaient personnels. Lyra avait clairement écrit les siens, ce qui était conforme à son instinct professionnel. Elle était posée et précise, et ressemblait exactement à quelqu'un qui avait réalisé ce qu'elle voulait. Corwin a prononcé ses vœux avec la confiance particulière d'un homme qui n'avait jamais été sérieusement tenu responsable de quoi que ce soit. J'ai applaudi avec tout le monde quand ce fut fini. Pendant le cocktail, je me suis déplacé dans la pièce avec une boisson que j'ai à peine touchée. J'avais identifié 6 personnes avant d'arriver, des investisseurs et partenaires commerciaux que mon père avait inclus sur la liste des invités. De la même manière qu'il intégrait toujours ses relations professionnelles aux événements familiaux. J'ai approché chacun d'eux individuellement, espacés les uns des autres pendant les 40 premières minutes. Afin qu'aucun d'entre eux ne me voie parler à un autre. La conversation était la même à chaque fois. Je me suis présenté comme le frère du marié. J'ai eu une brève discussion triviale. Puis j'ai dit doucement et sans drame, il y a une action civile en cours contre la holding qui sera rendue publique dans les prochains jours. Je voulais qu'ils aient le contexte avant de le lire ailleurs. J'ai donné à chaque personne une enveloppe scellée. Certains ont réagi avec confusion, d'autres avec une reconnaissance immédiate, ceux qui avaient déjà entendu des rumeurs. Les scies l'ont prise. Personne ne l'a ouverte devant moi. C'était bien. Le contenu ferait son travail en son temps. J'ai trouvé un siège près du bord de la salle de réception lorsque le service du dîner a commencé. La pièce était pleine, chaleureuse et bruyante des sons spécifiques d'un mariage censé être une célébration. J'ai mangé, j'ai regardé, j'ai attendu. À 18h44. L'huissier que j'avais engagé est entré par l'entrée principale. Il était vêtu professionnellement. Il s'est déplacé sans hâte. Il a localisé mon père près d'eux. La table principale et l'a approché avec l'efficacité discrète de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois. Mon père a pris les documents avec le réflexe automatique d'un homme habitué à recevoir des papiers, a jeté un coup d'œil à l'entête et est resté complètement immobile. 3 minutes plus tard, l'officier a localisé Corwin à la table d'honneur et lui a remis l'avis de divulgation connexe. Corwin a lu la première ligne, puis a levé les yeux et m'a trouvé de l'autre côté de la pièce. Il s'est levé, s'est dirigé vers moi, la mâchoire serrée, zigzagant entre les tables, gardant sa voix assez basse pour que les gens autour de nous ne l'entendent pas. « Tu as vraiment fait ça aujourd'hui ?» Je l'ai regardé. « Tu as choisi la date. » Il m'a fixé un instant et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux. Non, pas la colère, quelque chose de plus compliqué que cela. L'expression spécifique de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a fondamentalement mal évalué la personne en face de lui. Il est retourné à sa table. Je me suis levé.
J'ai pris mon dossier et j'ai marché vers la sortie. La pièce continuait autour de moi. Musique, conversation, tintement de verre. La plupart des gens n'avaient encore rien réalisé. Cela changerait dans l'heure. Une fois que mon père commencerait à passer des appels. J'étais presque à la porte quand ma mère s'est placée directement sur mon chemin. Elle ne pleurait pas. Elle était furieuse de la manière froide et contrôlée avec laquelle il avait toujours géré les choses qu'il ne pouvait pas manipuler. Avec un visage composé, une voix basse et des yeux durs, elle a dit « Tu ne feras plus jamais partie de cette famille ». J'ai arrêté. Je l'ai regardée longuement, suffisamment longtemps pour qu'elle comprenne que je choisissais ma réponse, que je ne réagissais pas à la sienne. Puis j'ai dit « Je sais ». Et je suis parti. L'air nocturne était frais et pur après la chaleur de la pièce. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Mon avocat, j'ai répondu. Elle a dit 4 mots avant que je puisse parler. Ils ont accepté la plainte. Je suis resté assis dans ma voiture environ 10 minutes après cet appel, non. Pas exactement en train de digérer, mais plutôt de laisser les rouages de la réalité finir de tourner. L'acceptation de la plainte signifiait que l'unité des crimes financiers avait examiné ce que mon avocat avait déposé et avait trouvé suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête formelle. Ce n'était pas une condamnation, ni même encore une accusation, mais cela signifiait que les documents que j'avais recueillis et les signatures falsifiées, les relevés de transfert, les écarts successoraux avaient été examinés par des personnes dont le travail était de déterminer si les lois avaient été enfreintes. Et sa réponse fut « Oui, cela mérite un examen plus approfondi ». J'ai conduit jusqu'à chez moi. J'ai mieux dormi que depuis des mois. La réception, m'a-t-on dit plus tard, s'est effondrée en 1 heure. Pas de manière dramatique. Personne n'a renversé de table ni fait de discours. Elle s'est dissoute comme les choses se dissolvent lorsque les personnes au centre d'un événement ont soudain des appels téléphoniques urgents à passer et ne peuvent pas prétendre le contraire. Mon père a passé les 90 dernières minutes de la réception de mariage de son fils dans un coin avec son avocat personnel au téléphone. 2 des 6 investisseurs que j'avais approchés sont partis avant la fin du service de dîner. Les autres sont restés, mais l'atmosphère avait changé pour quelque chose que personne ne pouvait expliquer complètement aux invités qui n'avaient pas reçu d'enveloppe. Corwin et Lyra ont quitté leur propre réception tôt. L'affaire civile a pris 14 mois à se résoudre. Mon avocat a été méthodique et patient d'une manière que j'ai vraiment respectée. Il n'a jamais privilégié la rapidité à la minutie. Et chaque fois que l'équipe juridique de mon père présentait un contre-argument ou un retard procédural, il l'absorbait et continuait à bâtir. L'audit forensique a pris 4 mois à lui seul. L'auditeur, un spécialiste mandaté par mon avocat, a suivi chaque transfert, chaque restructuration de société, chaque mouvement de compte sur 12 ans de gestion de patrimoine. Le montant recouvrable documenté était de 870 000 $, pas le total de 1,4 million de dollars. Une partie du mouvement d'actifs avait été structurée à travers suffisamment de couches pour que le coût juridique de son démantèlement ultérieur aurait dépassé ce qui restait à récupérer. Mon avocat m'a clairement expliqué le calcul et j'ai pris une décision pratique. Prendre le montant documenté, clore le procès civil et passer à autre chose. L'accord a été conclu à l'amiable. Mon père a signé un accord qui incluait une reconnaissance explicite de transfert de biens irréguliers, pas une admission complète de chaque détail. Ses avocats ont négocié cela à la baisse, mais suffisamment bas pour que quiconque lisant le document comprenne ce qui s'était passé. Il a également transféré la pleine propriété d'une des propriétés héritées originales, un immeuble résidentiel qui était dans la famille depuis que mon grand-père l'avait acquis. Il générait un revenu locatif stable. C'était à moi. J'ai signé les documents d'accord un mardi matin au bureau de mon avocat.
Pas de cérémonie, juste des signatures et une poignée de main. L'enquête criminelle a suivi son propre calendrier, séparé de tout ce que je contrôlais. L'unité des crimes financiers s'est concentrée principalement sur les documents d'actifs falsifiés. C'était le fil le plus clair. Comme mon avocat l'avait prédit, mon père a pleinement coopéré une fois qu'il est devenu clair que la coopération était sa meilleure option disponible. Elle a fourni des dossiers, répondu à des questions et accepté des conditions de restitution qui chevauchaient le règlement civil. Il a évité les poursuites pénales. Corwin n'a pas eu cette chance. Le détournement de commission par sa société parallèle avait généré sa propre enquête, menée par les partenaires commerciaux qu'il avait contactés dans les premiers jours suivant l'affaire. Ce cas était indépendant du mien, mais le calendrier signifiait que les deux étaient actifs simultanément et la combinaison rendait impossible de contenir l'un ou l'autre. Il a été accusé d'un chef de pratique commerciale frauduleuse. Il a été mis à l'épreuve et a reçu une sanction financière suffisamment importante pour anéantir ce qui restait de ses liquidités après que les conséquences civiles eurent déjà réduit ses revenus. L'accord de développement qui avait été gelé n'a jamais été débloqué. Ses relations professionnelles dans le monde de l'immobilier, construites pendant une décennie sur le nom de son père et le réseau de son père, se sont discrètement éteintes, pas d'un coup, mais une par une au cours de l'année suivante, de la manière dont la confiance professionnelle s'érode vraiment. Lorsque les gens décident que quelqu'un est plus un fardeau qu'un atout. Le mariage de Corwin et Lyra a duré 9 mois. J'ai appris le divorce par une cousine qui l'a mentionné en passant lors d'une conversation sur quelque chose de complètement différent. Je me souviens avoir réalisé que je ne ressentais rien en l'entendant. Ni satisfaction ni soulagement, juste une neutralité plate. Qui me disait que j'avais déjà fini de traiter tout ce qui nous concernait, bien. Avant que ce ne soit officiellement terminé. Mes parents ont progressivement perdu de leur prestige au sein de la famille. Élargi, puis complètement. Il n'y a pas eu de moment unique, pas de confrontation publique, pas de règlement de compte dramatique lors d'une réunion de famille. Cela s'est produit comme ces choses se produisent. Réellement, par une accumulation de connaissances qui ne pouvaient être démêlées. Les proches à qui il avait envoyé les PDF avaient parlé à d'autres proches. L'accord, bien que non public, était connu comme les choses sont connues dans les familles, imprécisément, mais essentiellement avec précision. Les gens se sont recalibrés, certains silencieusement, d'autres pas si silencieusement. Quelques-uns m'ont contacté directement avec des excuses qui étaient à la fois sincères et maladroites. J'ai accepté chacune d'elles simplement et sans faire agir personne pour mon pardon. Mes parents sont toujours ensemble, ils assistent à des événements, ils maintiennent les apparences, ils ont la vie qu'ils se sont construite. Elle est plus petite qu'elle ne l'était. Plusieurs des personnes qui remplissaient leur table ne le font plus. Je ne pense pas beaucoup à eux. J'ai utilisé les fonds du règlement et les revenus locatifs de la propriété héritée pour acheter une petite société de recherche juridique où j'avais été employé pendant 2 ans. L'ancien propriétaire prenait sa retraite et cherchait quelqu'un qui comprenait assez bien le travail pour ne pas démanteler ce qui le rendait fonctionnel. J'ai compris le travail, et je l'ai constamment développé au fil des années suivantes. Jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose de vraiment à moi. Une petite équipe. Des clients réguliers, une réputation de méticulosité. Je suis parti avec prudence après tout cela, pas prudemment d'une manière craintive. Il n'avait pas été brisé par ce qui s'était passé. Je veux être clair. À ce sujet, plutôt délibérément. J'avais une tolérance beaucoup plus élevée à l'ambiguïté avant tout cela qu'aujourd'hui, et je considère cela comme une amélioration. Je connais la différence entre une confiance établie et une confiance supposée, et j'ai cessé de confondre les deux. Environ 3 ans après le mariage, un jeune cousin m'a appelé un dimanche après-midi. Nous avons parlé un moment de rien en particulier, puis il a dit que
Les proches parlaient encore de ce jour-là. Ils essayaient encore de comprendre. Comment j'avais su exactement quand agir, quoi apporter et quoi dire. Ils le faisaient paraître presque mythologique, de la manière dont les histoires de famille sont compressées et dramatisées par la répétition. Il a demandé. N'avais-tu pas peur que ça ne marche pas? J'y ai réfléchi honnêtement avant de répondre. Je n'ai pas dit parce que je n'ai rien improvisé. J'ai simplement attendu qu'il soit à l'aise. Les gens à l'aise ne se préparent pas. Elle rit un peu incertainement, comme si elle n'était pas sûre que je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Il existe un type de personne qui prend la patience de quelqu'un pour de la passivité, qui voit quelqu'un absorber sans représailles et en conclut que l'absorption se poursuivra indéfiniment. Mon frère a commis cette erreur. Mon père a commis cette erreur. Lyra a commis cette erreur. Ils avaient des années de preuves suggérant que j'accepterais tout ce que la famille déciderait. Me soumettrais à tout ce qui me serait présenté et ferais confiance sans vérification. Ils ne s'étaient pas trompés sur mon passé, ils s'étaient trompés sur mon avenir. C'est la partie qu'ils n'ont jamais vue venir. Pas la stratégie juridique, pas les documents, pas l'huissier qui entre dans la zone de réception. Ce n'étaient que des outils. Ce qu'ils n'avaient jamais anticipé, c'est que la version de Mick à laquelle ils avaient silencieusement fait confiance pendant 31 ans avait été remplacée en environ 10 secondes, debout. Dans un couloir, la main sur un mur, par une version qui ne commettrait plus jamais cette erreur. Je n'ai pas reconstruit après ce qui s'est passé.